Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron et bienvenue dans cette nouvelle année 2023. Vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Pour tous ceux qui me rejoindraient, je suis investisseur immobilier à ce titre. J'ai acheté pour 1 million d'euros d'immobilier en 2022. C'était l'épisode de la semaine dernière du 27 décembre. Si vous avez été en vacances, si vous avez fait cette hérésie absolue de ne pas écouter mon épisode de la semaine dernière, c'est le moment de le faire. Vous avez toute l'année, je vais vous en reparler de cet épisode. Mais voilà, j'ai eu énormément de super bons retours. Donc voilà, je suis investisseur immobilier depuis un petit moment, depuis 10 ans. Et j'ai chaque année comme autre objectif de voyager dans 10 pays. L'an dernier, ça a été fait. 2023, je suis en train de booker. J'ai déjà deux voyages de booker. Je vais aller au Portugal et en Turquie. Je vais passer en Amérique du Sud très très probablement. J'ai pas encore tous les détails, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Et puis ensuite, il va se passer plein d'autres trucs comme toujours. Je me laisserai un peu porter au gré du vent et des propositions. Voilà, pour l'année 2023. En fait, je vous cache pas que j'enregistre le 31 décembre 2022 cette intro. Donc moi, je suis encore de l'ancien monde. Mais pour cette année 2023, déjà, je vous souhaite bonne santé. Et pourquoi bonne santé ? Alors bien sûr, c'est toujours, on dit la santé c'est le plus important, la mamie elle vous dit ça et tout. Elle a raison, mais pourquoi elle a raison ? Parce que si vous êtes en bonne santé, vous allez pouvoir lever plus d'argent auprès de la banque. Et oui, quand vous êtes endetté, vous passez par la case prise de sang, par la case médecin, il vous touche les oreilles, il vous fait faire des squats et tout ça pour voir si vous êtes en forme. Deuxième conseil, pourquoi être en bonne santé ? Si vous êtes en bonne santé, vous faites du sport, vous êtes beau gosse. Si vous êtes beau gosse, vous divorcez pas. Et quand on veut atteindre l'indépendance financière, c'est le pire truc qu'on puisse faire. Divorcer, ça coûte super cher. Se séparer, ça coûte super cher. Faut payer son propre abonnement internet, sa propre électricité. Dans un monde où ça coûte toujours plus cher, autant se chauffer à deux. Voilà, c'est moins cher. Vous faites des économies. Donc, inscrivez-vous à la salle de sport, c'est pas déjà fait. Faites des pompes, allez courir. Soyez beau gosse ou belle gosse pour votre conjoint et tout se passera bien. Pour tout ce qui est objectif 2023 et tout, j'ai pas du tout pris le temps de le faire. Je vais déjà m'atteler à terminer mes 2 appartements que j'ai achetés en novembre et décembre respectivement. Et puis ensuite on verra. On va déjà un peu digérer tout ça. Cette semaine, on accueille Paco. Voilà, j'ai quelques épisodes d'avance d'enregistrer, mais je trouvais ça sympa de démarrer avec Paco. Paco, confrère, ou je sais pas comment on dit, investisseur et surtout podcasteur. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Sinon, il a le podcast Investisseur 4.0 où il partage son parcours d'investisseur. Il a des investisseurs crypto, enfin des professionnels de la crypto, un peu de professionnels aussi de la bourse. Et puis Paco et moi, on s'entend bien. On a déjà ces 2 points communs, l'investissement IMO et le podcast. Et en plus, il a aussi travaillé assez longuement dans la finance, dans les sociétés de rating financier. Celles qui ont eu très mauvaise presse avec la crise des subprimes, donc on va en parler dans l'épisode. Donc ça s'appelle des agences de notation, je pense en français. Et il a une régularité exemplaire dans son podcast, il publie chaque semaine. Et je pense que dans les podcasts d'investissement et notamment d'immobilier, il y a que Jérémy de Ça fait un bail, Paco et moi qui avons publié un épisode par semaine tout au long de l'année 2022. Donc voilà, c'est vrai que c'est prenant cette affaire des podcasts. Et donc je suis très content d'échanger avec des gars aussi déter, même si bien sûr il y a des non-podcasters qui le sont également. Donc on va parler de son parcours à Paco, des bienfaits du podcast que ça lui a apporté. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas souvent abordé alors que tout le monde, vous écoutez des podcasts. L'envers du décor un peu. Comment il a lâché son job alors qu'il était mieux payé que 95% des Français. Et voilà, je vais passer sur son podcast très prochainement également. En fait, on a passé un dimanche après-midi à enregistrer lui chez moi et moi chez lui. Voilà. Si vous voulez faire des gros billets avec moi, plusieurs solutions. Vous allez sur le site www.grosbillets, bien sûr au pluriel.com, www.grosbillets.com. J'ai une formation sur la négociation, j'ai une formation sur monter un dossier bancaire en béton pour être super réactif et pouvoir sauter sur les bonnes opportunités. Et mon associé Michel et moi, on accompagne semaine après semaine un petit groupe d'investisseurs, une dizaine max. J'en ai pas parlé ces derniers temps dans les épisodes. Si vous avez écouté juste les épisodes récents, j'en ai pas trop parlé parce qu'en fait on avait beaucoup à faire et nous on veut bien suivre chacun des membres du groupe. Donc on s'appelle, on continue, etc.
Et franchement, j'aurais pas le temps de m'occuper de plus de membres. Et Michel, il a été aussi assez occupé. Il a déménagé au Canada et là, il est en train d'acheter un bien IMO. Alors, je pense que ça va se faire au Canada. Premier bien IMO au Canada pour notre petit groupe. Ça va être cool. Félicitations à toi. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, je pense qu'on a 2 places maximum. Vous nous écrivez, vous allez sur groupebiais.com, vous m'écrivez un message. Voilà. 3 solutions donc. Faire un dossier en béton, négocier, ou alors si vous voulez vraiment être suivi de très près et vous faire fouetter pour avancer, vous pouvez m'écrire. Voilà. Tous les liens sur groupebiais.com, lien dans la description, lien dans ma bio Instagram, etc. Je vais vous faire un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière. Et oui, on me dit que les intros sont longues, et elles le sont. Et ça me prend un temps fou, juste pour ces 10 minutes, ça me prend 1 heure quasiment d'écrire un peu les sujets dont je vais parler, de faire le retour de la semaine. Mais voilà, c'est important. Je trouve que c'est important pour qu'on garde un lien, parce que sinon, je vous pondrais juste des épisodes d'interview comme ça, les uns derrière les autres. Il n'y aurait aucune continuité. Ce serait un peu comme les épisodes des séries télé des années 90 qu'on regardait dans le désordre. Donc voilà, pour la continuité, je vous fais ma petite intro. Retour sur l'épisode de la semaine dernière. Donc c'était comment j'ai gagné 1 million. Comment j'ai gagné, j'ai pas gagné. Comment j'ai acheté 1 million d'euros d'IMO en 2022. J'avais longuement hésité à donner autant de détails sur mon parcours, sur ma vie et tout ça. Je trouvais que ça allait bien, ça se prêtait bien avec le rythme un peu plus calme de la fin d'année et puis aussi du parcours. J'avais pas prévu d'acheter pour autant d'IMO en 2022. Les opportunités ont fait que ça s'est fait justement et je trouvais ça vraiment que c'était opportun à ce moment-là de le partager. Alors en termes d'écoute, c'est pas le meilleur épisode que j'ai eu. C'est des épisodes seuls, souvent ils fonctionnent moins bien que les épisodes à 2 parce que on n'est pas partagé par l'invité, et aussi c'est les vacances. Je pense que les gens qui sont dans les bouchons toute l'année, ils m'ont pas écouté, les sagouins par rapport à ça. Donc voilà, épisode, j'ai eu beaucoup de retours. Je reçois un appel en même temps, punaise, c'est incroyable. Bref, j'ai eu beaucoup de retours sur l'épisode de la semaine dernière. Ça fait super plaisir. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant de retours. Je sais pas si j'en ai déjà eu autant d'ailleurs. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de love, beaucoup d'amour de tous les côtés, la famille, les amis. Je savais même pas qu'ils écoutaient le podcast. Ils m'ont dit ah ouais, super épisode. Et bien sûr de tous les auditeurs, merci à vous. J'ai eu beaucoup de retours. Donc je vais faire des petites dédicaces. Merci à Amani qui a carrément fait une story vidéo. Ça m'a rapporté pas mal je pense que j'ai eu pas mal de Tunisiens là qui ont rejoint la page Insta de Bye Bye Patro. Merci à toi. Son acolyte Aline, Mathieu Cariou, Alex, Roman, Johan, Vivital, Théo et Kevin du Club Invest, Mick Melo, Guillaume. Notre chère Lara National, expatriée en Argentine, qui nous a partagé la furie et la folie qu'elle a eu avec la Coupe du Monde. Chin, Nico, Florian, Romain, Mamadou, Clioum, Flamand Rose, Marco, avec qui j'ai fait l'épisode de la Twingo à la Ferrari, et j'en ai oublié beaucoup d'autres. Merci pour vos retours. Je vous cache pas, c'est rare, mais il y a des épisodes où j'ai aucun retour. Je me dis punaise, mais est-ce que l'épisode il est vraiment paru? Après, je vois bien sûr qu'il y a eu des écoutes, mais c'est rare, mais ça arrive. Donc quand j'ai autant de retours, là, je sais pas, j'ai eu 30, 40, 50 de retours. C'était pas des likes. En plus, j'ai aussi des commentaires sur Instagram. Merci beaucoup pour ça me donne la pêche pour continuer en 2023. Et je voulais vous faire un autre petit point avant de démarrer. C'est sur justement, j'ai écouté l'épisode de Paco, son épisode de fin d'année, et il donnait le classement des épisodes les plus écoutés. Je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait, donc je vous le donne rapidement. Les 10 premières positions des écoutes de 2022. En 10e, on a Damien, Fury Construction. On achète, on rénove et on revend au gré du vent. Donc ça a été 10e épisode, parcours très inspirant de Damien, qui est pas à 100% physiquement, et qui grâce à l'investissement IMO, il a pu justement se créer une activité au rythme qui lui convenait. Ensuite on a l'épisode avec Nils. En fait j'ai pas les noms en entier, je vois juste les débuts des noms des épisodes. C'était 2 bacs plus 5 à 1534 € par mois. Je sais plus ce que c'était la suite, mais c'était en tout cas, il nous présentait Nils, son parcours. Il a aussi pu se mettre à son compte, et
plus acheter des LCD qui tournent super bien. Nils, nouveau Strasbourgeois, enfin en tout cas ça faisait post-Covid, Strasbourgeois post-Covid. Ça m'a fait super plaisir, on va essayer de se voir en vrai un de ces jours. Investir en couple, DS Investissement, je les ai vus à Bordeaux aussi. Marché au plus bas, inflation, comment investir. Donc c'était avec le professeur Xavier qui gère 4 milliards d'euros de fonds d'investissement. Si ça se trouve là la bourse elle a un peu repris, donc peut-être qu'on est à 5 milliards. Immobilier, banquier et développé couché avec Romain. Romain, ben voilà, fidèle du podcast et fidèle des événements. On se voit souvent. Donc 6e position. 5e, de la Twingo à crédit à la Ferrari avec Marco. 4e, quitter son école d'ingénieur pour rouler en Maserati. Donc on voit que ça c'est les épisodes de voiture, ils ont bien fonctionné. 3e, Fire or Not Fire, comment atteindre son indépendance financière. Donc ça c'était un épisode que j'ai fait tout seul. Et ensuite les 2 premiers, passer de 0 à 70 lots entre 40 et 45 ans. Avec David Combe, donc parcours très impressionnant. Et numéro 1, pourtant il a été enregistré dans des conditions assez dégradées depuis sa salle de bain. C'est l'épisode Investir à la vitesse de l'éclair avec Camille, aka l'investisseuse éclair. Et j'ai vu qu'elle s'est relancée dans les recherches d'immeubles, donc bravo à toi. Voilà, ce qu'on peut en tirer de ce classement des 10 épisodes, c'est que y a des choses qui fonctionnent bien. Je pense que la bourse ça fonctionne bien. Je vais essayer de faire plus d'épisodes, mais c'est toujours un peu difficile d'avoir des invités qui soient crédibles. Si c'est le petit avec du ventre là je l'ai posté cette semaine sur Insta qui parle de trading sur sa plage à Dubaï. Ben voilà, c'est pas crédible. Donc si vous connaissez des professionnels de la finance, mais même bien sûr ils sont pas obligés de dire dans quelle banque ils travaillent, ils sont pas obligés de donner leur vrai nom, mais qui veulent partager, n'hésitez pas à me donner leur contact. Et donc les épisodes de bourse ça fonctionne bien, les épisodes où on parle un peu voiture ça fonctionne bien. Les épisodes bien sûr d'indépendance financière c'est ceux qui fonctionnent le mieux, et ceux qui fonctionnent pas, donc je me rends bien compte, c'est tous les épisodes un peu avec des personnalités insolites, notamment des sportifs. Ça marche moins bien. Après moi j'avoue que j'aime bien les faire. Donc je vais quand même en garder, mais je vais un peu diminuer, parce qu'en plus souvent j'essaye de démarcher des sportifs qui ont fait des exploits. Et c'est pas évident de les atteindre parce qu'ils ont des grosses communautés. Et puis je vois que ça vous intéresse, ça intéresse moins en tout cas. Donc je vais peut-être un peu réduire tout ce qui est lié au sport. Et puis on va continuer à parler de gros billets. Et j'ai déjà 3-4 épisodes d'avance pour 2023. Et puis ensuite, on verra bien, mais j'ai toujours 1 milliard d'idées, vous en doutez. Dernier point avant de démarrer, j'ai fait un sondage en story sur Instagram par rapport à Easy Immobilier. Donc c'est une société qui permet en fait de fournir un package complet pour meubler un appartement et vous livrer en un coup. J'ai eu beaucoup de retours, hein. Il y a visiblement ils sont assez connus hein, dans les événements etc. et puis dans la communauté. Alors j'ai eu 2-3 personnes qui étaient pleinement satisfaites. On m'a demandé des retours, donc je vais vous les donner. J'ai eu 2-3 personnes qui étaient pleinement satisfaites. J'en ai eu une ou l'autre qui était pas du tout satisfait, et j'ai eu énormément de personnes qui étaient globalement satisfaites, mais qui indiquaient qu'il y avait quand même souvent de la casse, souvent des références qui étaient pas celles qu'on avait commandées. Je vais me faire ma propre idée. J'ai passé commande là pour quand même pour meubler un des appartements que j'ai en chantier en ce moment. Et je vous ferai un retour pour vous dire de quoi il est question. Et ce qui est assez drôle, et après on démarre avec le podcast, c'est que en fait il y a une personne à qui j'avais jamais parlé qui m'a répondu, qui m'a dit: je suis en train de faire une commande. Donc j'ai dit top, on peut s'appeler pour discuter un peu de comment tu procèdes par rapport à la commande. On discute 5-10 minutes, on va presque raccrocher, et puis d'un coup je lui dis: mais ils sont où tes appartements? Alors elle me dit où ils sont, après elle me dit où elle habite. Et je dis: c'est incroyable, l'appart que je veux meubler, il est dans cette ville. Et je lui dis le nom de la rue, et elle me dit: c'est dans cette rue que j'habite. Donc voilà, les hasards et les mystères de la vie d'Instagram. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en vrai, alors qu'ils habitent dans la même rue. Et voilà. Écoutez, je vous laisse démarrer l'épisode et l'interview avec Paco. Je vous souhaite encore une très bonne année, pleine de gros billets, et on se retrouve de l'autre côté avec Paco.
À toutes. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et on est en compagnie d'un acolyte podcasteur, en la personne de Paco. Salut Paco. Salut Thibaut, salut, ça va? Ça va super bien. Donc, on vient d'enregistrer un épisode chez Paco, donc que je vous invite bien sûr à écouter s'il est disponible au moment où cet épisode sort. Et ça me fait super plaisir de t'avoir sur le podcast. J'ai déjà eu d'autres podcasteurs et toi, t'étais un peu, je pense, dans notre monde des investisseurs, le dernier qu'il fallait que je reçoive. Voilà, je voulais avoir le plus d'audience possible et le plus d'expérience. C'est chose faite. Et c'est magnifique, la boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Et puis après, j'aime bien que les invités ils racontent une petite expérience professionnelle un peu insolite, première expérience. Voilà, l'entrée dans le monde du travail, comment ça s'est passé pour toi? Avec plaisir Thibaut. Moi c'est Paco, je suis actuellement donc investisseur immobilier, marchand de biens et podcasteur. Voilà un peu en termes pro mon statut on va dire. Je suis papa aussi de 2 enfants et j'habite en région Seine-et-Marne à côté de Paris où j'exerce ces 2 activités là. Voilà un peu très rapidement. Et toi si je me trompe pas, t'as habité à l'étranger longtemps, non? Pour ta vie professionnelle? Ouais, j'ai fait 10 ans en tout, un peu plus de 10 ans en fait à l'étranger. J'ai commencé au UK à Londres en 2010, puis après je suis parti à Sao Paulo au Brésil, où j'ai passé aussi 4 ans, plus de 4 ans, dans la finance, que j'étais analyste financier à la base, dans une agence de notation. Ok. Celles qui, si vous avez vu The Big Short, là, elles sont souvent décrites. Il y en a 3 grosses, Moody's, S&P et Fitch. Et voilà, elles sont souvent, c'est un peu le mal incarné, si on peut dire. Mais franchement, ça doit être un métier quand même intéressant. Ouais. Non, très intéressant. Et ouais, dans le Big Short, effectivement, c'est un peu une caricature, mais il y a un peu de vrai. En fait, moi, je suis arrivé, si tu veux, juste après le traumatisme, justement, de tout ce qui était subprime et que les agences de notation notaient triple A alors que ça valait rien du tout, qui a fait écrouler un petit peu le système. Donc ouais, on en a pris pas mal des petites blagounettes comme ça quand on était dans le métier, tu vois. Mais ouais, c'est effectivement super intéressant. Enfin, moi, j'ai vraiment appris énormément de choses et des gens aussi vachement intéressants dans ce domaine-là, tu vois. Et puis, parce que si je me trompe pas, c'est les personnes qui viennent lister ou coter un instrument qui vous présentent. T'es en contact avec eux, ou il y a des personnes qui sont en contact avec les personnes qui viennent lister les instruments? Ouais, en fait, c'est un métier, si tu veux, les boîtes, toi, tu le sais très bien, Thibaut, mais en gros, t'as plusieurs façons de prendre de la dette, de t'endetter quand t'es dans une entreprise. Soit t'es une entreprise, tu vois, PME ou autre, tu vas voir le banquier. Soit tu es une grosse boîte un peu plus imposante et pour avoir plus de liquidité pour capter de la dette, tu vas sur les marchés financiers, donc tu émets une obligation et pour que les investisseurs achètent cette obligation, donc te prêtent en achetant l'obligation, il faut qu'ils aient quand même une sorte de garantie qu'ils vont être payés quelque part de par cette boîte-là. Et eux, ils ont besoin du coup d'avoir l'aval l'évaluation financière de ces agences de notation. C'est même réglementaire en fait, donc c'est un peu un monopole, un oligopole, Moody's, Fitch, S&P. Et pour répondre à ta question, le truc qui est un petit peu compliqué, c'est qu'effectivement l'agence de notation il est payé par la boîte qui demande la note. Tu vois. Sauf que c'est comme les commissaires aux comptes, c'est aussi un problème qui est récurrent. Et alors pour contourner ça, et surtout depuis justement cette crise des subprimes, il y a eu le régulateur qui a mis en place une sorte de muraille de Chine dans les agences pour que les gens qui sont responsables d'aller chercher du contrat, tu vois, les commerciaux, ils soient pas dans le même building, ils soient complètement pas différents de ceux qui font les analyses. Et c'était mon cas. Moi, je faisais vraiment l'analyse un peu impartiale de qu'est-ce que ça vaut et tout ça, la boîte, quoi. Très. C'est un métier, ouais. Voilà, en fait, ça guide quand même beaucoup de choses parce qu'après, c'est des obligations qui se retrouvent dans vos fonds, dans vos fonds que la banque vous fait souscrire pour vous donner des prêts IMO. Donc, c'est un bon point. Et contrairement, peut-être que tout le monde a pas cette idée, enfin, tu me contrediras
peut-être, mais en fait, les banques, à partir de même 100 millions, ça commence à être vraiment beaucoup d'argent, même pour une banque, de prêter de l'argent. Donc, en fait, on fait des obligations, on découpe les dettes, mais il y a des sociétés, elles ont besoin d'emprunter 100 milliards, quoi. Donc même les banques sont pas si gros, elles sont grosses par rapport à nous, mais elles sont pas si grosses par rapport aux autres boîtes. De toute façon, il suffit de regarder le CAC 40, vous pouvez regarder la market cap des banques par rapport à certaines autres boîtes. Et bien sûr, le but, c'est pas que 100% de l'argent prêté par les banques soit prêté qu'à une seule société. Ok, top. Et on en a pas parlé parce que on prépare un peu les podcasts, vous en doutez. On n'a pas parlé en off, mais est-ce que toi, t'es investisseur est-ce que t'as cotisé pendant que t'étais surtout au Brésil, qui était hors Union, parce que UK, je sais pas si c'était en Union européenne à l'époque, mais Brésil, non. Comment ça se passe par rapport à ça? Eh ben, écoute, moi j'étais en contrat local dans les deux cas, donc parce que tu peux être, tu sais, expatrié, un peu avoir le package royal où tu continues de cotiser en France. C'était pas mon cas. Donc moi, au UK, si tu veux, j'ai cotisé là-bas, donc j'ai un petit pécule parce que j'ai bossé 5 ans. Ça va pas aller chercher très loin. Et puis au Brésil, tu avais aussi une cotisation locale, mais qui était versée à la sortie, tu vois, quand tu pars. Donc que j'ai pris. Donc si tu veux, pour résumer, en termes de cotisation à la retraite en France, moi je suis bien à la bourre, quoi. Ça va. Ah, c'est beau. Moi j'ai reçu il y a pas longtemps, alors je sais pas si c'est par rapport à l'âge, un décompte de mes cotisations, là, combien j'ai cotisé. Donc j'ai cotisé pour 0 € en France depuis, parce que mes jobs étudiants c'était moins qu'un trimestre, je crois. Et puis puis ensuite mon vrai boulot, je suis tout de suite parti. Donc j'ai toutes les années, puis il y a écrit en gros 0 € dessus. Toi, tu n'auras rien. Toi, t'auras rien. T'auras juste des miettes de pain Mais j'ai vu sur Insta il y a pas longtemps que le minimum, il est à 950 € et que si tu gagnais 2000 € par mois, t'es à 1100 ou 1200. Donc, tu vois, peut-être que c'est ça la solution. Bref. Tu peux nous raconter peut-être, donc t'as fait 3 choses en parallèle: investir, podcast et les enfants. Donc c'est un peu pour ça que t'es sur le podcast. Mine de rien, beaucoup de personnes écoutent les podcasts, forcément, et on n'a pas toujours l'autre côté. On voit pas souvent les apports. Même moi, j'essaie d'en partager un peu, mais ce serait bien qu'on en discute ensemble. Donc, tu as commencé l'étape 1, c'était les investissements IMO. Qu'est-ce que tu as cherché? T'avais de l'apport quand t'es revenu par rapport à tes expériences à l'étranger? T'étais déjà rentré en France, je pense, à ce moment-là. Mon premier invest, je l'ai fait, j'étais au Brésil, c'était en 2017, et j'avais de l'apport en fait que j'ai mis dans une OP où j'ai acheté en fait un truc avec travaux compris, un T3 à 260 000 €, et j'ai mis 100 000 € d'apport, tu vois. Mais parce que mon salaire était local, il y avait, tu vois, aucune banque française qui voulait me prêter sauf le crédit foncier. En plus, t'avais des fiches de paie en portugais, des impôts je vois bien la difficulté. Il y a rien qui. Mais elles t'ont quand même prêté 160 000 €. Ouais, 160 000 €. Enfin, un petit peu moins parce que après j'ai fait les travaux que j'ai autofinancés, mais ouais, en gros 150 000 €, ouais, sur 20 ans, 20 ans. Et donc c'était mon premier invest, mais vraiment en base, tu vois, j'avais de l'apport, j'étais au Brésil, je vivais ma vie, tu vois, voilà, c'était l'aventure, c'était magnifique. Mais je me dis, comme ça, j'aurais 100 000 € que je sais que je vais pas y toucher, je vais pas taper dedans, tu vois, je vais être prudent. C'était vraiment juste l'esprit, quoi. Je vais mettre ça dans un truc assez sûr. Et puis après je suis rentré en France. Enfin non, avant de rentrer en France, je commence à me former à l'immobilier. J'entends voilà tout ce qui font que peut-être je me disais à l'époque c'était pas un super investissement que j'ai fait parce qu'on disait faut pas faire de l'apport, tu sais, c'était à l'époque du boom des formations, financement 110%, et moi je regarde tout ce que les formateurs disent et je dis j'ai fait tout le contraire en fait. Et ça c'était ma première on va dire ma première impression, mais en fait maintenant avec le recul je me rends compte que j'ai très bien fait en fait d'acheter à cette époque-là. Et je rentre en France avec effectivement l'idée donc en 2019 d'enchaîner plus rapidement, parce que là je me suis dit j'ai un CDI, j'ai une situation stable, je suis pas très endetté, et donc j'ai enchaîné coup sur coup des opérations sur Amiens où j'ai investi dans deux maisons que j'ai mis en colocation.
où là j'étais plus sur beaucoup plus de financement, le levier du travaux, des trucs bien négociés pour aller faire du cash flow, quoi. C'était un peu l'idée. Et tu cherchais des maisons ou c'était tu cherchais un peu tout et les maisons sont présentées à toi? Ouais, je cherchais plus de la coloc à la base. J'étais parti sur les apparts, je trouvais que ça pouvait le faire, mais en fait la région déjà vers Amiens, j'avais vu parce que le prix du mètre carré était encore abordable, intéressant, et puis j'aimais bien le côté, tu sais, l'unité de construction en fait sur typiquement la Miennoise que je trouvais assez adaptée à faire de la coloc, tu vois, parce que c'est des maisons sur 2 étages qui sont assez où t'as un traversant avec un petit jardin au bout. Je trouvais que ça se prêtait bien à de la coloc, et donc c'est pour ça que je me suis mis là-dessus, quoi. En fait, c'est vraiment un point que je vois, vu qu'on a des membres qu'on aide à investir un peu partout en France. Il y a des typologies de biens par région qui font que certains investissements sont possibles à un endroit et pas à un autre. Il y a eu des booms de la construction à différentes années, des modes de chauffage qui sont différents, et des maisons. C'est vrai que si tu trouves les maisons, c'est idéal parce que tu maîtrises tout, quoi, sur la maison. Et puis mais il faut pas trop de mètres carrés, il faut pas trop de jardin parce que le jardin tu le payes mine de rien, donc il faut un peu en fonction de la région. Donc là, des Amiénoises, donc j'ai fait regarder à quoi ça ressemble, mais bon, je vois bien un peu l'idée. Mais effectivement, si tu as des typologies de biens qui s'y prêtent bien, bah après tu as ta stratégie qui en découle, et puis ensuite tu peux la dérouler, quoi. C'est toujours ensuite est-ce que je fais ce que je sais faire et puis je le répète tout le temps, ou est-ce que j'essaye d'un peu alterner les stratégies? Et tu les as achetées en combien de temps, ces 2 maisons? 1 an et demi à peu près. Ouais. Et pareil par rapport à ce que tu viens de dire, je m'étais dit je vais en faire un deuxième justement sur Amiens, un autre endroit, parce que je me dis qu'il y a une synergie, tu vois, femme de ménage, etc. C'était plutôt pas mal d'en avoir 2 dans la même ville. Et je regrette pas aujourd'hui. C'est vrai que c'est un gain de temps et un gain économique même assez important, quoi. Ouais, faut pas trop se disperser une fois qu'on connaît les lieux. C'est comme les LCD. J'ai eu plusieurs personnes qui ont pas mal de LCD. Avoir 5 LCD, alors c'est beaucoup, hein, mais dans la même ville, ça change tout parce que tu peux avoir presque une personne dédiée, un petit local pour tes draps. Enfin, il y a vraiment des effets de seuil qui jouent. Comment ça se passe ces colocs? Donc t'as combien de chambres? Ça tourne comment? À quel point t'es rempli? Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, j'ai ces 2 maisons du coup avec ce même format, c'est-à-dire 5 chambres et 3 salles de bain. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir Je suppose qu'il y en avait pas 3 de base. Ouais. Tout créé, quoi. Moi, je suis arrivé, il y avait typiquement dans ce genre de maison, tu vois, les gens vivaient vraiment au rez-de-chaussée. Donc, tu avais cuisine, salle de bain, enfin dans salle de bain à l'étage avec une chambre. Et il y avait encore en N+2 un grenier ou un comble aménageable. Et donc là, il faut tout construire, tu vois. Il faut construire les canalisations, la colonne, enfin, tu vois, salle de bain pour avoir... Jusqu'au grenier, ouais, parce que forcément, il y en a pas. Hein. Exactement, jusqu'au grenier, avec... en gros, disposition, c'est t'as une chambre un peu plus premium, type, voire même une chambre sur une des maisons où c'est un peu avec la salle de bain intégrée, tu vois, dans la chambre. Au grenier? Après, au rez-de-chaussée. Ok. Au rez-de-chaussée, donc une chambre un peu premium, assez grande, avec parce qu'il y a un peu plus de place. Premier étage, palier, avec salle de bain et WC au milieu, sur le palier, et de chaque côté, une chambre. Deuxième étage, le même modèle. D'accord. Ce qui fait que... Donc là, c'est quand même des budgets travaux qui étaient importants par rapport au prix d'achat, je suppose. Ouais, quasiment 70%, on va dire. Du travaux. Foncier. Ouais. Ouais. Et ça allait pour les banques, parce que moi, j'ai jamais fait ce type d'achat. On entend parfois que c'est plus dur à financer des travaux par rapport à de l'achat. Est-ce que t'as eu ces difficultés ou pas? Non, j'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça. Je pense que quand je crois que c'est quand t'atteins le même niveau que le foncier avec tes travaux, que ça commence à tilter au niveau des toi, banquiers. c'est 70% par rapport au prix d'achat, donc. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'était pas 70% du global, ouais. Okay. Non, ouais. T'avais plus de foncier dans l'enveloppe que de travaux, ouais. Mais c'était quand même un bon billet. Je suppose que t'avais jamais fait de travaux, que tu savais pas.
Non, c'est clair. Je suis arrivé en plus dans une région que je connaissais pas du tout, tu vois. Mais je me suis dit bon, allez, je vais créer un réseau. Et donc j'ai fait venir peut-être au moins 5 ou 6 artisans. Et t'as toujours dans la sélection, déjà il y en a 2 qui viennent pas à ton rendez-vous. Ouais. T'en as 2 autres. Il y en a un, tu sens pas trop, il est un peu fuyant. Et puis il y en a 2 où ils sont vraiment bons. Et tu poses des bonnes questions, ils sont bons. Et t'en prends un sur les 2, quoi. C'est un peu le truc que je faisais. Et après, moi, surtout au début, je me suis formé en fait, les premiers artisans, je les ai un peu sacrifiés en mode, je faisais un peu l'idiot, il m'expliquait tout. Et puis le second que j'avais une demi-heure après, je lui répétais tout ce que le premier, je savais quoique, mais qui avait de grandes chances qu'il ait un peu la main lourde, parce qu'il avait bien vu que je savais pas le faire. Et puis le deuxième, je lui répétais tout ce que le premier avait dit. Donc là, j'avais l'air déjà beaucoup plus formé. Et puis ensuite, le deuxième te dit des nouveaux trucs, au troisième, et puis à partir du troisième, t'es assez bon en général. Et c'est comme ça qu'on apprend, mine de rien, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas d'autre solution. On me dit. Ouais. Moi j'avais le problème inverse que je m'étais formé avec une personne qui bosse à la SNCF dans les travaux et qui fait qui a des prestataires et qui donne des je sais plus comment ça s'appelle, des GPF, je crois. C'est-à-dire de demande de devis forfaitaire, tu vois, avec des lignes très précises sur chaque élément au clou près, tu vois. Et il m'en avait fait une, et moi je l'avais envoyé à l'entrepreneur qui après on a réussi à s'arranger, mais au début il m'a confié que quand il a vu que je lui avais envoyé ce document, il a dit mais c'est qui ce chieur, moi j'en veux pas comme client, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est dans les deux sens, hein. C'est pas que du client vers l'artisan, c'est aussi dans l'autre sens. Et après, j'ai su quand même, après, il y a une sorte de relationnel. Ce qui est important je trouve, quand t'investis, c'est de savoir que la personne, elle va aller au bout, elle va pas t'emmerder pour un clou ou un truc, elle va prendre l'initiative. Ça, c'est super important. Elle sait ce que tu veux comme projet et qu'elle va délivrer ce que tu veux, tu vois. Et souvent, moi, je vois des gens même qui investissent et qui sont trop tatillons sur ah mais là c'est un peu moins cher que ça. Et en fait, on s'en fout. En fait, on veut l'enveloppe globale, c'est-à-dire l'entrepreneur, il va perdre forcément sur un truc, il va gagner sur un autre. Lui, quand il fait son devis, il le fait pour ça, quoi. Tu vois, il sait qu'il va y avoir des surprises, il sait que machin. Donc c'est vrai qu'il faut se faire violence parfois, mais se dire faire confiance une fois qu'on sait qu'il y a la qualité et l'expertise, dire voilà, tu te débrouilles, moi j'ai besoin de ça, voilà mon enveloppe, quoi. Ouais, puis après faut pas oublier que c'est pas toi qui va habiter dedans, donc il y a des choses, même si ça te convient pas, c'est comme ça, hein, faut un peu arrondir les angles dans les deux sens. Et mais moi j'ai eu une fois un artisan, heureusement c'était pas un trop gros chantier. Alors lui, parce que souvent je fais beaucoup de chantiers avec un artisan, il y a tout le temps des suppléments. Mais après, il est honnête, tu vois, et je vois bien, il fait son devis peut-être en 1 heure, il passe dans l'appartement, et puis ensuite, quand ça fait 2 semaines qu'il est là, il me dit là il y a ça. Ou alors récemment, j'ai arraché une baignoire pour mettre une douche. Il m'a dit vous voyez les tuyaux, ils sont en cuivre là, ils commencent à fuir, faut les changer, tout ça. Enfin, je vous conseille de les changer, sinon je vais mettre le bac. Et je sais qu'il y a toujours, c'est prévu quoi. Et une autre fois, dans une autre ville, j'ai pris un autre artisan. Lui m'avait dit un devis. Alors j'ai payé à l'euro près ça. Mais quand il y avait des trucs qui sautaient aux yeux une fois que l'appartement, fallait tout refaire. Donc j'avais pas tout vu. Il y avait des trucs que je lui avais pas dit de faire forcément. Et en fait, si c'était à refaire, tu vois, typiquement le toilette, il est vieillot. Donc, quand on l'a eu, ça avait pas l'air si vieillot que ça. Mais une fois que tout était refait, t'avais ce toilette, il était complètement, enfin voilà, ça gâche un peu la rénovation complète. Et puis moi je voulais louer tout de suite, ça c'était fini fin août, je voulais tout de suite louer. Chaque fois que je vais dans cet appartement, tout est bien sauf ce toilette, je me dis qu'il faut que je le change. Mais bon, je fais toujours tourner les locataires pour avoir moins de vacances possible, et donc j'ai toujours pas fait. Donc ouais, qu'il y ait l'initiative, c'est un très bon point. Et comment ça se passe au niveau de du taux d'occupation de ces colocs? Tu arrives à les remplir en entier? Il y a des périodes, on parle souvent de la rentrée de septembre. Est-ce que toi tu ressens ça par rapport à ces maisons? Ouais, je pense que la rentrée de septembre, c'est important effectivement. Et je pense que c'est important vraiment dans ces projections de pas se dire que on va avoir 12 mois par
par an de présence. Après, c'est possible, hein, et franchement, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais faut toujours faire vraiment ses plans. Je conseillerais sur 10 mois, c'est ce que je faisais, tu vois, en me disant, bon, 10 mois sur 12, c'est rempli. Et c'est à peu près ce que ça arrive au quotidien, tu vois. Ok. Et donc c'est à peu près à à une bonne heure de chez toi. Comment tu fais? Ouais. Tu fais les visites toi-même ou c'est les colocataires qui font visiter la chambre au nouveau? En fait, maintenant, au début, je faisais avec une sorte de la personne qui faisait un peu les réparations, tu vois, l'entrepreneur qui était avec moi. Lui, je lui demandais de faire les visites pour moi. Et maintenant, je suis passé sur une agence parce que c'est un peu plus son métier, etc. Donc, je trouve que ça passe un peu mieux. J'ai toujours le couteau suisse, hein, la personne qui est là si jamais il y a une ampoule à changer ou un truc. Mais c'est pas trop son boulot et donc je passe avec une agence. Tout ce qui est contractuel pur, c'est moi qui le fais à distance parce qu'en fait, tu vas signer des contrats, des baux et des états des lieux. Ça se fait signature électronique sans problème. Mais c'est vraiment la partie visite, état des lieux, entrée-sortie que je fais avec une agence. Ouais. Ok. Et l'agence, elle est un peu spécialisée dans la coloc. Elle comprend ce qu'il faut faire. Enfin, moi, j'ai toujours eu des mauvaises expériences avec les agences en termes dans plusieurs villes, hein, même dans plusieurs pays, en termes de mise en loc. Je comprends pas. Enfin, si je comprends, c'est que c'est pas super rentable pour elles et que les personnes qu'on met pour la location, c'est pas toujours les plus expérimentées. Mais toi, ça te pose pas de problème. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Hein. Les agences, elles connaissent pas la coloc ou elles connaissent la coloc en mode, tu vois, à l'ancienne, quoi. Elles connaissent pas vraiment ce produit-là. Donc c'est vraiment, faut leur expliquer le truc. Mais comme quand tu demandes un financement à un banquier, tu vois, tu fais le même topo avec ta présentation auprès de l'agent pour qu'elle adhère au projet, tu vois. Et oui, il y a des agences qui ont dit ouais, moi franchement ça m'intéresse pas, et puis il y en a qui ont dit ah ouais, tu vois, qui étaient un peu enthousiastes, voire même qui posaient des questions et tout ça. Et donc avec cette agence là, franchement ça se passe bien parce qu'ils sont encore une fois ouvertes au truc. Et je pense que plus que le gain financier, parce que tu disais c'est vrai que c'est pas le truc forcément qui les intéresse, je pense qu'il faut rester, il y a l'esprit vraiment, le soft skill un peu, tu vois, d'être le client pas chiant pour les agences, qui leur donne tout un peu, répondre à ces questions et tout, pour que ça soit vraiment son allié et pas que ça soit juste le prestataire de service. Parce que là, si on est dans ce genre de relation, toi, avec ce que tu lui factures, surtout si dans mon cas, tu vois, je m'occupe pas, ils font pas tout, tu vois, parce que je m'occupe du contrat, bah, ça les intéresse pas tant que ça, quoi. Donc, ouais. Non, bah, t'as réussi à en trouver, comme quoi c'est possible. C'est vrai que c'est un travail que j'ai jamais fait, hein. Moi, j'ai jamais été dans une agence pour l'expliquer, par A plus B qu'en fait, l'appartement que je lui donne, il faudrait qu'elle le loue. Enfin, bon, pour les colocs, il y a plus de pédagogie. Moi, c'était souvent pour des appartements, mais ça c'est, mais moi, comment dire, moi, je sais pas comment toi tu fais du coup, parce que pour faire les visites toi-même, etc. Tu vois, franchement, je te salue parce que je sais pas comment moi je ferais pour ce genre de truc, quoi. Après, toi, je pense que ça tourne beaucoup plus. Moi, mes locataires, ils restent à peu près 2-3 ans dans les biens. Puis moi, j'avais aussi mon associé avant qu'il parte de l'autre côté de l'Atlantique, il faisait aussi les visites parfois lui. Et ouais. Et puis aussi, je pense que j'ai déjà fait en sorte que les locataires ils fassent les visites. Moi, je suis assez sympa avec mes locataires et puis ils me le rendent bien très souvent. Bah top. Donc et là, c'était en nom propre que t'as acheté? Ouais, en nom propre. Meublé. Du coup, tu fais du meublé sur. Ouais, je suis en LMNP surtout, c'est bien là finalement en fait. Et petite question, est-ce que tu as des règles de coloc? Tu vois, typiquement, on a quelqu'un qui nous a demandé comment on gérait les conjoints. Enfin, pas les conjoints, mais tu vois, les petits copains, petites copines. Je sais même pas comment on dit entre les deux. Enfin, ils habitent pas ensemble, mais tu vois, forcément, il y a les visiteurs, on va dire, voilà, dans les colocs. Est-ce que, après, pareil, la vaisselle, comment tu gères ça? Enfin, des trucs tout bête du vivre ensemble, qu'il faut aussi faire un peu de pédagogie, je suppose. Est-ce que tu as une sorte de règlement intérieur où tu leur expliques comment tu fais? Tu as un groupe WhatsApp avec tous les colocataires? J'ai un groupe WhatsApp, j'ai un règlement intérieur et j'ai surtout dans l'idée que
je pourrais pas contrôler tout et que il faut que je sois un minimum présent. Non, justement, c'est le contraire que je veux dire, c'est que moi, j'essaie de faire en sorte d'être au maximum loin, enfin le plus loin possible de tout ça. Parce que déjà, je me mets à la place des locataires, tu vois, s'ils savent qu'il y a trop la présence du proprio qui est là pour décider tu vois, de la couleur du savon ou de la savonnette, tu vois, c'est un peu prenant. Et de l'autre côté, je pense que ça c'est plus efficient aussi parce que ça s'autorégule. Je suis très, tatillon sur la sélection du candidat. Et j'aime bien, tu vois, typiquement sur une coloc de 5, pas avoir 5 étudiants ou alors 5 travailleurs, tu vois. J'essaie de mixer les deux parce que je me dis, il y a plus de respect qui se crée et il n'y a pas les mêmes rythmes non plus. Bah voilà, enfin, si la sortie des partiels, t'imagines une coloc que d'étudiants, voilà, ça va pas étudier, quoi, ça va faire la fête. Et quand tu sais qu'à côté, t'as des gens qui travaillent le lendemain, bon, bah, ils vont faire plus attention. Donc, j'essaie dans la sélection de candidats, dans la sélection du confort que je leur donne et puis aussi un petit peu le réseau, hein. Je te parlais de l'homme couteau suisse là, et puis de l'agent. J'essaie de faire en sorte qu'ils savent que il y a du contrôle, que voilà, ils peuvent pas faire n'importe quoi, mais qu'ils sont vraiment libres quand même dans la gestion de comment ils voient, tu vois, l'environnement dans la maison, quoi. C'est vraiment eux qui vivent là, pas moi, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, il faut se détacher c'est pas facile. Pour moi, c'est assez simple aussi de me détacher des objets, mais je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué, qui veulent un peu tout contrôler. Même tu vois, parfois sur les forums, t'as des gars, ils veulent contrôler le chauffage et tout, enfin, des trucs de fou, quoi. Il faut se dire qu'il y aura forcément que tout sera pas parfait et que c'est ok comme ça. Donc ça, on a vu les deux maisons. T'as des salons dans les maisons ou c'est des cuisines séparées? Ils se voient à quel endroit? C'est cuisine et plus salon. Il y a un vrai salon dans ces maisons-là, ouais. Ok. Ouais, salon, c'est quand même important. Ouais. Ouais. Ouais, bah je sais qu'il y en a qui les enlèvent, mais ouais, je suis pas sûr que ce soit idéal. Puis ça dépend aussi des endroits où t'achètes et des types de biens. Après là, t'as quand même 5 colocataires, ça commence à faire pas mal, quoi. Et ensuite, t'as changé de région pour investir? Je suis allé plus proche de chez moi parce que j'ai investi dans 3 appartes sur Saint-Denis, enfin à côté Astin. Et là, c'était plus pour aussi varier entre cash flow Amiens et patrimonial Astin, tu vois. Il y a un peu de cash flow aussi sur ces biens-là, mais c'est un endroit qui va se développer, je pense, avec les projets du Grand Paris notamment, et puis donc ouais, c'était un peu histoire d'être un peu équilibré, tu vois. Donc j'ai cette coloc sur Saint-Denis, les 3 apparts sur Stein. On est en région parisienne, profiter du Grand Paris, un peu patrimonial, et puis le cash flow à Amiens, quoi. Sur de la Ouais, coloc. c'est une bonne stratégie, c'est un bon mix au bout d'un moment. Je pense que c'est parce que aussi, mine de rien, quand t'achètes des biens, ils sont plus chers que les maisons ou en tant que tels, ou c'est à peu près les mêmes ordres En fait, ouais. Ben ouais, parce que ouais, les maisons, en gros, c'est à 200 000 chacune. Et l'appart à Saint-Denis, là, il est à plus de 350. Et les 3 apparts à Stein, on est dans le même ordre de grandeur. Donc ouais, en fait, les apparts en région parisienne sont plus chers, quoi. Ouais. Quasiment mais le double. Tous les mois, tu rembourses, c'est vraiment des grosses sommes, quoi. On parle pas moi, je parle toujours de mon petit studio, là, que j'ai acheté 23 000 euros. Chaque mois, je rembourse 86 euros. C'est pas avec ça, même si je le vends 3 fois plus cher, alors je fais du cash flow avec et tout, mais même si je le vends 3 à 4 fois plus cher, bah, c'est pas ça qui va me changer la vie. Alors que, bah là, quand t'as des biens à 350 000, bah, c'est des coûts à prendre 100, 200 000, d'un coup, quand le marché, il va bien et à te changer un peu, à te changer la vie. Ok. Et là, ça, c'est beaucoup plus simple, là. Enfin, pour les locataires. Est-ce qu'on a l'effet Paris? Enfin, moi, je vois ça comme une fourmilière. J'y étais il y a pas longtemps. Bon, on s'est vu. J'étais tellement. Alors pourtant, j'avais déjà été à Paris. J'ai déjà été à Mumbai, à New Delhi et tout. Mais ce monde, bah, c'est un peu. Alors quand tu vas pour un week-end, ça va. Mais que sur le trottoir, t'as du mal à marcher. Moi, souvent, je roule à vélo sur le trottoir, tu vois. Et là, j'avais carrément du mal à marcher. Donc je suppose dans les biens immo c'est pareil, tu dois être inondé est-ce que c'est comme on peut l'imaginer, quand tu loues, t'as vraiment beaucoup de demandes? Ouais, surtout quand tu fais de la belle rénovation avec des belles photos pro,
dans un lieu à Paris, franchement. Enfin, moi, c'est pas à Paris, hein, d'ailleurs, c'est Saint-Denis, mais ça commence à se rapprocher, tu vois, Saint-Ouen, Saint-Denis, on commence à vraiment y être. Ça part vite, ouais, ça c'est clair. Est-ce que tu mets ton numéro de téléphone dans l'annonce? Parce que moi, je les mets pas. Parce que j'ai pas envie qu'on m'embête. Est-ce que toi, c'est un truc que tu fais? Je le mets. Franchement, j'ai pas eu de problème. Bah, après, je suis en mode sniper. Je mets l'annonce, dès que j'ai le quota, je la ressors. Mais je le mets. Ouais. Ok. Et t'organises des visites groupées? Moi, je l'ai pas encore fait. Je pense. Enfin, voilà, je les mets par tranche de 10-15 minutes, mais je fais pas de visite groupée. Mais je sais qu'à Paris, c'est un truc courant. Est-ce que tu le fais? Ouais, grave. Tu en es tellement chié en tant que locataire à Paris. Ah ouais, c'est ça. J'étais là, mais là, j'en ai marre. T'es là, t'attends dans l'escalier, t'es en bas de l'escalier, t'as tout l'escalier fait de candidats. Toi, tu sais que t'es le numéro 15. Et bah, maintenant, je suis de l'autre côté, tu vois, de la barrière. Donc, j'en fais chier les gens. Non, je rigole. Mais, ouais, j'essaie d'organiser le truc assez bien quand même, tu vois. Déjà, je prends que les profils dont je sais que vraiment il y a potentiellement c'est des bons candidats. Je fais des liens avec Calendly à une demi-heure pour qu'on ait quand même un peu le temps de discuter, que ce soit pas juste 10 minutes de visite à la chaîne. J'essaie d'en faire à peu près 5-6 par jour. En 2 jours, c'est fini, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir non plus 40 candidats, quoi. Ok, mais tu les vois un par un. C'est pas des visites groupées. Ça, c'est les toilettes. Ça, c'est okay. Ah ouais, non, ouais. J'ai pas fait ça. Venez mardi à 10h, tu sais. CDI depuis 3 ans, moi 4 000 € par mois, visite mardi à 10h. Le truc, c'est comme ça qu'on imagine un peu trouver un logement à Paris. Ok, et ça se loue combien un T3 dans ces coins-là? 1 000 €? Alors le T3 à Saint-Denis, j'ai 630 par chambre, donc on est à 1003. Ah, tu fais de la coloc là-dedans. Ok, ouais. Ouais, mais c'est une coloc de 2 qui est pas mal d'ailleurs parce que les gens ils peuvent se connaître et c'est vachement plus. Enfin, il y a beaucoup moins de turnover dans ce genre de coloc. Et j'ai un parking que je loue 90 € aussi au sous-sol. Donc en tout, je facture presque 1 400 €. Et j'ai 500-600 € de mensualité de crédit. Ok. Ça, c'est pour le premier appart. Après, sur Stein... Là, t'avais mis de l'apport, alors. Ah, c'était sur celui à 260 000. Exactement, ouais. Donc, c'est un prêt de 50, donc, ouais. C'est celui, d'ailleurs, c'est celui que je vais arbitrer, prochainement parce qu'il y a de l'apport à récupérer dessus. Sur les autres, c'est plus, 700 pour un studio, à peu près, en moyenne. Okay. C'est à 10 minutes de la fac de Saint-Denis, donc, voilà. Okay. Et c'est combien le mètre carré vers là-bas? 6 000? Ouais, ça à peu près, ouais. Bah top. Alors bon, ton parc immobilier, on a fait un bon petit tour. Maintenant, on finira par le podcast du coup. Maintenant, t'as dit bye bye patron, t'as quitté. En plus, c'est pas. Peut-être tu peux nous raconter. T'étais encore dans une agence de notation au moment où t'as quitté là. Ton dernier boulot, c'était là-bas. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que parce qu'en fait, t'as que 3. Tu sais, je trouve qu'il y a des métiers qui sont plus faciles à quitter que d'autres. Le plus dur pour moi, c'est quand même quand même si tu peux avoir des dispos, mais à l'État, parce que, à l'État, il y a l'État ou l'État, quoi, hein. Si je sais pas, si t'es juge, admettons, en fait, t'as que, si demain tu pars, tu vas pas pouvoir faire juge ailleurs, quoi. Et bon, là, il y a que 3 agences, enfin, en tout cas, que je connais, qui sont mondialement reconnues. Comment ça s'est fait un peu le switch, je quitte mon métier. Peut-être tu peux nous dire combien, un peu un ordre de grandeur de tes revenus et puis voilà, et puis la suite du coup tes projets immobiliers maintenant que t'as plus de CDI. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai une position déjà un peu senior, hein. Ça fait 15 ans que je bosse dans la finance. Donc j'ai été à peu près à 6 000 € par mois de salaire, si tu veux, à peu près. C'est effectivement plus, enfin, c'est la rat race, mais c'est bon, rat race doré, quoi, on va dire quand même par rapport à. Ouais, mais c'est pas évident. C'est vrai que sur les réseaux, les youtubeurs les plus connus, c'était pompiers ou je sais pas, téléconseillers, des trucs comme ça, à moins de 2 000 € par mois. Bah ouais, c'est pas la même chose, hein. Moins de 2 000 et 6 000. En fait, moi,
j'ai vu la transition en me disant, en fait, moi, j'ai commencé un peu dans l'entrepreneuriat au travers du podcast parce que j'ai lancé le podcast en octobre 2020 et c'est ça qui a commencé à faire germer en moi l'idée que peut-être il y a autre chose que le salariat, tu vois, que je pouvais faire quelque chose d'autre de mes deux mains et c'est ça qui a entraîné après ma sortie vraiment du salariat pour me lancer vraiment en tant que marchand de biens. Mais donc j'ai vu que ça fonctionnait. Après, la transition s'est fait assez vite. Parce que je suis passé de salarié à salarié / podcasteur à marchand de biens / podcasteur. Donc j'ai pas vraiment l'impression d'avoir énormément, tu vois, genre ce sentiment de vide quand tu quittes ton boulot. Ça y est, maintenant je suis assis sur mon canapé. Qu'est-ce que je vais faire de la journée, tu vois. Tout était déjà vraiment prêt, tu vois, établi de façon à ce que j'ai pas sentiment j'ai l'impression qu'il y a une sorte de continuité quelque part et je pense que ça m'a aidé aussi pour m'organiser parce que il y a un peu le risque quand même quand tu quittes ton boulot effectivement de te dire ah bon je vais un peu en profiter et en fait c'est un piège, tu dis tu vas en profiter mais tu prends pas de l'avance puis au moment où tu vas vraiment commencer à faire un truc autre chose, bah, il y a toute la période d'études, de projets, de préparation que t'auras pas fait parce que tu t'es un peu reposé sur tes lauriers, donc j'avais un peu peur de ce truc là. Je me suis dit je vais tout de suite embrayer sur Marchand et activement et continuer le podcast. Et voilà, ça se fait assez facilement finalement. Ouais, bah c'est intéressant et c'est vrai que moi je connais indirectement, je connais des freelances qui en vivent assez bien, qui sont à leur compte et qui sont entourés d'autres freelances et souvent ils me racontent que en fait les autres freelance, alors ça peut être pas du tout dans l'IMO, des artistes, des dessinateurs et tout, et c'est qu'à la fin de leur période de chômage qu'ils commencent à gagner de l'argent. Donc en gros ils perdent 2 ans parce que pendant 2 ans ils ont un peu vivoté et en fait ça passe vite la vie. Et même cette semaine je mangeais avec un ami, il est médecin, il a quitté l'hôpital pour faire quelques mois des remplacements. Alors il m'a expliqué en une semaine il gagnait à peu près sa paye d'1 mois à l'hôpital. Il m'a dit, mais les 3 autres semaines, elles passent à une vitesse, franchement. Il me dit, t'as pas idée. Là, il a acheté une maison il y a pas longtemps, je fais des petits travaux, je regarde Netflix et tout. Bon, alors lui, il est médecin, donc forcément, il a pas trop, et puis il va ouvrir son cabinet. Mais il m'a dit, mais c'est incroyable. Donc je veux bien croire que quand t'as plus d'activité, les semaines, t'as l'impression que c'est des jours, quoi. Ça passe super vite. Donc là, tu t'es lancé dans le marchand, ça y est. Comment s'est fait une bonne rencontre, c'est ça? Ouais, je vois, j'ai côtoyé pas mal d'investisseurs et puis j'ai fait partie en fait du cercle. Je fais partie du cercle MDB, ça s'appelle. C'est un groupement de marchands de biens professionnels qui a été fondé par deux des gens que j'ai eu sur le podcast, tu vois. Donc finalement, c'est un peu le podcast qui a créé le réseau, qui m'a fait ouvrir un peu cette porte-là. Et j'en suis très content et c'est comme ça que je me suis lancé vraiment dans le marchand. Après, l'avantage, c'est quand même que de investisseur IMO locatif à marchand, il n'y a pas un énorme gap, tu vois. C'est quand même la même matière. C'est un peu la même matière aussi que tu vois toutes les semaines avec tes invités sur le podcast. Donc, il y a aussi cet esprit que, tu vois, je suis pas en train de me dire, tu vois, de passer d'avocat à médecin, tu vois, c'est quand même le même domaine à peu près d'activité, et c'est ça que je trouve aussi intéressant et que je voulais toujours avoir cette duplicité un peu drôle parce que c'est de jouer sur les synergies. Moi je crois beaucoup en ça en fait que on fait jamais qu'une chose dans la vie, il y a toujours les relations qui font que tu as plusieurs compétences, tu les fais jouer les uns les autres et ça peut être très riche. Donc je table là-dessus en tout cas et voilà pourquoi j'en suis là, quoi. Ouais. Non, c'est hyper inspirant et c'est parfois on s'en rend pas compte, mettre des mots là-dessus. C'est vrai que moi, depuis que j'ai le podcast, il s'est passé plein de choses et jamais de la vie au moment où j'ai lancé, voilà, d'abord j'ai mon activité, j'ai acheté des appartements, je pensais pas que j'aurais un Insta, après je pensais pas que j'aurais un podcast et après je pensais pas rencontrer, que nous on fasse un épisode là et puis rencontrer tellement de monde et puis il y a plein de trucs qui s'ouvrent aussi, qui s'ouvrent à nous. Et donc là, t'as trouvé ton premier bien de marchand. Ouais, là je suis Comment sur ça se passe, les recherches, les trucs, c'est quoi le jour 1 d'un marchand de biens? Le jour 1 d'un marchand de biens, c'est un peu le jour 1. T'as la gueule de bois du pot de départ de la veille. Ouais, c'est clair.
T'es là, attends, qu'est-ce qui se passe là? T'as plus de téléphone, parce que t'as un peu quand t'es salarié dans des grands hauts comme ça, t'as toujours ton téléphone portable, t'as ton laptop, t'as l'avantage comme ça. Et là, non, bah t'as plus rien. Mais l'avantage, encore une fois, c'est que t'as vraiment tout le réseau avec le podcast et tout. Et j'ai envie de dire, là, le jour 1 de l'investisseur IMO, c'est la même chose que pour, du marchand de biens, c'est le jour 1 de l'investisseur IMO, quoi. Tu commences toujours par la même chose, c'est-à-dire, bon, bah, trouver des biens. Donc, tu te retrouves toujours au final sur le site du Bon Coin. Ah, bah, top. Et, ok, ensuite, t'as monté une structure, elle est en cours, elle est dédiée aux marchands de biens? Pas encore, ouais, je suis en train de monter la structure, mais ça se passe un petit peu plus tard, la société, en fait. Vraiment, le primordial au début, c'est vraiment de trouver une affaire. Et il y a beaucoup plus d'emphase là-dessus que pour l'investisseur IMO, c'est-à-dire que c'est vraiment le bien qui va faire que tout le reste va s'organiser derrière, tu vois. Donc d'abord, tu trouves ton bien, après tu verras pour le financement, après tu verras pour si tu le fais seul ou en association, tu verras pour le reste. Et pour la société, c'est pareil aussi. Tu crées ta société que si tu as acheté un bien, sinon ça sert pas à grand chose d'avoir une société de marchand et t'as rien, quoi, tu vois. Ouais. Et puis pareil, si tu sais pas si t'es seul ou plusieurs, bah forcément ça va changer. Ça va changer le projet. Et l'idée, c'est de faire combien de biens par an? T'as une idée? Tu t'es déjà posé la question? Ouais, alors il y a plusieurs typologies parce que tu peux faire des gros biens. Il y a vraiment un vaste choix d'opérations que tu peux faire. Tu peux faire de la division foncière, tu peux faire de la division d'immeubles, tu peux faire des ventes aux enchères, tu peux faire. T'as plein de stratégies différentes dans le marchand. Là, l'opération sur laquelle je suis, c'est un truc un peu simple où je rénove en fait un appartement, un T3 avec un bureau. Donc il y a 2 chambres plus un bureau. Et le bureau, il est à côté d'une salle de bain qui est trop petite et dont l'agent immobilier m'a dit que c'était un des principaux problèmes quand il essayait de vendre à un client, c'est que la salle de bain est trop petite par rapport à la taille de l'appart. C'est un T3 de 60 mètres carrés. Donc là, tu règles une problématique simple, tu donnes une fenêtre à la salle de bain qu'on n'avait pas, tu branches sur le bureau et le reste, on fait un dressing. Bon, voilà, c'est pas un truc, tu retapes la cuisine, tu rénoves un peu l'appart et tu le revends, tu vois. Ça, c'est typiquement un truc, c'est pas, faut pas s'appeler Einstein pour créer de la valeur comme ça, mais tu trouves, mais après, en fait. Faut commencer petit, hein, souvent, c'est comme ça dans la vie, ouais. hein, faut pas se cramer. Donc, et après, il faut s'arrêter, enfin, c'est toujours un peu une discussion qu'on a, mais est-ce qu'il faut s'arrêter? Moi, je connais des gens, c'était plutôt des amis à mon père qui ont tout perdu à cause de l'IMO, quoi, qui ont acheté des hôtels, et j'en connais plusieurs, hein, et de différents groupes, quoi, qui ont acheté à un moment des trucs qui étaient trop gros pour eux, et ça s'est pas passé comme prévu. Il y a un moment, quand on a assez, faut se poser en tout cas la question, est-ce qu'il faut poursuivre ou pas? Donc, parce que faire des gros billets, c'est bien, mais faut pas c'est la règle numéro 1, là, de Warren Buffett. Ne perdez pas d'argent. Quoi que vous faites, ne perdez pas d'argent. Ouais. Et depuis que je parle, en fait, depuis que je suis marchand et un peu, et que je parle avec les marchands un peu aussi, tu vois, et il y a beaucoup de gens expérimentés là-dedans, mais c'est un métier qui est quand même, assez peu professionnalisé, si tu regardes sur l'ensemble de la France. Et bref, j'entends beaucoup d'histoires un peu d'horreur de gens qui étaient marchands à l'ancienne, qui faisaient pas les bonnes estimations, ou qui avaient des problèmes avec la mairie, ou alors même des effondrements, tu vois, d'un immeuble, et puis étaient responsables parce qu'ils étaient pas assurés, ou peu assurés, ou mal assurés. Et des histoires comme ça qui font que le gars, il est complètement ruiné, tu vois. Ben, c'est ce qui m'a fait aussi ne pas me lancer seul, tu vois. Je me suis dit, il faut que je m'entoure de gens expérimentés, parce que moi, tout seul, je me sens, même si théoriquement tu peux, parce que tu vois, marchand, c'est pas une profession dont tu as besoin d'avoir des études ou une qualification vraiment propre pour l'exercer, mais j'aurais pas. Mais c'est les montants aussi les montants et les risques qui font que faut pas faire les choses n'importe comment. Ouais. Donc, carrément. Ouais. Écoute, on peut faire. Déjà, je te souhaite plein de réussite dans tes projets, et puis nul doute que tu pourras repasser sur le podcast quand ça aura un peu avancé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du podcast? Ça, c'est super. T'es là aussi pour ça, hein, parce que tu fais partie. On n'est pas. En fait, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça, hein, des podcasters IMO. Est-ce que, alors, c'est plutôt sur la partie un peu peut-être pas sentimental, mais tu vois, ton ressenti. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Où est-ce que t'en étais peut-être dans ta vie avant? Est-ce que t'as l'impression? Et puis. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça m'a ouvert tellement de portes.
si je dois regarder depuis 1 an et demi, 2 ans, le nombre de personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai écrit régulièrement par rapport aux 2-3 années d'avant, enfin, je veux dire, avant, j'étais toujours quelqu'un de sociable et tout, mais je rencontrais presque plus jamais de nouvelles personnes avec qui j'avais un lien, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu, comment, voilà, est-ce que t'en dégages une fierté? Qu'est-ce que c'est, un peu les apports de tout ça, quoi? Tu nous mets une petite musique sentimentale là derrière pour que... Je mets les violons là. Écoute, toi, tu fais des beaux montages de podcast. Moi, je vous garantis, il n'y aura pas de musique. Ça sera en mode frugal. Hein. Allez. Ouais, voilà. Non, mais tout ce que t'as dit là, je valide à 200%, et je pense pas que je le savais autant quand j'ai lancé le podcast. J'ai commencé, comme toi aussi, parce que j'étais un gros consommateur de podcasts, et parce que je trouvais que c'était un format très très sympa et qui te permet de faire plein de trucs et d'aller chercher vraiment de l'info beaucoup plus profonde que tout ce que tu peux avoir à la télé sur un format court, quoi. Et après, ce que ça m'a apporté, ouais, c'est clair, hein, c'est le réseau. Il y a plus que le réseau, si tu veux. Il y a le fait que une relation vraiment privilégiée avec les gens, c'est-à-dire que mine de rien, en fait, tu vois, là, je raconte ma vie, je m'en souviendrai peut-être même plus, tu vois, dans 1 mois ou 2, je vais rencontrer quelqu'un qui va me parler de ce qu'il a entendu aujourd'hui et qui va connaître plus sur ma vie que moi, je connais sur lui. Ouais, ça fait bizarre, hein. Et ça, c'est vrai que moi, quand je rentre en Alsace, que je vois ma famille, beaucoup écoutent les podcasts, je raconte des trucs, je sais. Moi, je me souviens même plus que je les ai racontés, tu vois. Puis les gens, ils ont l'impression de te connaître, alors que nous, on est à notre petite échelle, voilà, on a un certain nombre d'auditeurs, mais j'ose pas imaginer les gars à la télé et tout, quand tu vois, les gens, ils disent, salut, et toi, mais ouais, t'es qui? Donc, ouais. Ce qui est bien aussi, et c'est ce qui fait que le podcast est pour moi aussi un média aussi puissant, c'est que déjà tu peux pas raconter des conneries, parce que sinon les gens vont s'en rendre compte, tu vois, si tu racontes un truc un jour et puis un autre truc un autre jour. Il y a aussi que je pense que quand tu viens régulièrement poser, structurer des épisodes, aller chercher de la valeur pour tes auditeurs, tu vois, il y a une sorte quand même de reconnaissance qui t'est donnée d'avoir fait pour le boulot que tu fais. Enfin, je pense que ça joue en ta faveur, et puis ça te permet vraiment d'aller creuser des sujets que t'aurais jamais pu creuser. Enfin, moi j'ai appris des trucs de ouf sur le podcast, et en plus tu peux faire profiter les autres. C'est vraiment méga vertueux, quoi. C'est ouf. Ouais, ça c'est incroyable. Et est-ce que tu t'es posé la question, parce que moi je me la suis posée, de la régularité? T'es hyper régulier, hein, dans tes podcasts. Au final, il y a pas tant de podcasteurs que ça qui arrivent à tenir. Alors en IMO, normalement, la plupart, au bout d'un moment, ils peuvent changer de rythme, mais ça tient. Mais c'est vrai que j'ai écouté des podcasts de pas mal de sujets. Et puis au bout d'un moment, ça s'espace. Pendant 2-3 mois, il n'y en a pas. Après, il y en a 3. Est-ce que tu t'es posé la question de la régularité? Comment ça se fait que t'es régulier? Est-ce que dans la vie en général, t'es quelqu'un de discipliné? Ou comment tu t'organises un peu par rapport à ça? Ouais, j'essaie de l'être en tout cas, mais ouais. Je suis pas le mec le plus ordonné, hein. Tu vois, si tu veux, tu vois, dans ma baraque, par exemple, je suis pas le gars qui va être méticuleux. Tu vois, tu t'imagines peut-être. Si tu vois des étagères, d'ailleurs, des fois je fais des lives sur YouTube avec des étagères super propres et un petit tableau qui va bien, la petite plante qui va bien. C'est que le scénario. En fait, il y a des chaussettes qui traînent par terre. Hein. C'est marrant parce que moi je suis aussi quelqu'un de assez désordonné, faut dire. Enfin non, en fait je pose les objets là où je les ai utilisés. Visiblement les autres gens ne font pas de la même façon, mais c'est marrant qu'on ait un peu la rigueur d'esprit et pas du tout la rigueur. Et là, tu vois, il y a un mythe qui vient de tomber, quoi. Tous les gens qui pensaient que j'étais le mec ordonné, je suis vraiment désolé, les gars. Non, je suis pas comme ça. Non, mais en fait, je l'ai senti au moment où tu parlais de la coloc. Je me suis dit, on est un peu pareil, à mon avis, dans l'attachement aux détails. Mais par contre, pour répondre à ta question, je pense que c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit moi qui drive la régularité, j'ai l'impression que c'est le podcast qui m'oblige à avoir une certaine discipline et régularité. Et je vois la façon dont je vois le podcast, et je me suis dit, en fait, ce truc-là, ça va pas marcher si je le fais pour autre chose que mon kiff, et pour autre chose que mon kiff, et donc je l'ai vu vraiment comme un truc qui allait plutôt m'accompagner, tu vois, au fil de mon parcours,
qu'il n'allait pas être le produit fini où genre je vais batcher un an d'épisode, après je le fais, etc. Tu vois, je me dis, faut qu'il y ait une sorte aussi d'authenticité, que ce soit naturel. Il y a des moments où je suis pas de bonne humeur, des moments où je suis de bonne humeur. Ben en fait, je me dis, bah il y aura un rendez-vous régulier parce que je trouve que c'est important d'avoir une sorte d'être là même si c'est pas tous les épisodes franchement se valent pas tous, faut être franc, tu vois, il y a des fois où tu dis merde, j'aurais voulu tirer un peu plus de l'invité, ou des fois tu dis ah ça c'est super, et puis après tu le réécoutes et en fait ça marche pas autant que tu pensais, mais si tu vois, tu te focalises que sur des trucs comme ça, en fait, tu vas pas tenir la durée, quoi. Faut que dans le process, t'aies un plaisir, un certain plaisir, ouais, à être là, à faire le truc. Enfin, sinon, ouais, c'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le plaisir. Bah, c'est un peu comme l'IMO, hein. Nous, on aime bien, enfin, parfois, il y a des trucs, c'est un peu galère. Moi, typiquement, uploader les podcasts, les repasser et tout, parfois, je m'en passerais bien. Je fais ça le samedi matin, ou le dimanche matin, en général, mais enregistrer, j'adore ça. Là, on a passé presque toute l'après ensemble. Et, ouais. Et c'est pareil, moi je fais des intros. Alors toi t'en fais beaucoup moins. Moi je fais des intros où je raconte un peu mon actualité et j'arrive pas. Du coup c'est impossible que je batch, même si je batch parfois les enregistrements d'invités. Après bah, chaque semaine je suis obligé de me replonger un peu dedans. Et puis c'est bien parce que ça te fait ta vie elle évolue et t'as une trace quoi. C'est très intéressant par rapport à tout ça. Après, Ouais, quand vas-y. même, en termes de montage, j'ai depuis une équipe de deux personnes qui m'aident pour le ingénieur du son et puis pour la partie éditoriale. D'ailleurs, je les salue, Mhm. Zacharia et Alex, si vous m'écoutez. Parce que justement, j'essaie de me dire, déléguer un maximum tout ce qui est sur lequel je suis pas bon. Je vais pas être efficace ou ça va pas être aussi top. Et puis concentrer plus sur la partie trouver les invités, diriger, conduire les entretiens, et puis diriger aussi la valeur là où enfin ouais, essayer de trouver vraiment le truc qui va être intéressant pour l'auditeur. C'est un peu plus là où je me positionne, quoi. Ouais, c'est là où on voit bien la transition dans l'entrepreneuriat de ton salariat. Bah voilà, tu commences à embaucher des freelances, à payer des gens pour t'aider, à leur dire, c'est tout un métier qui s'apprend aussi, hein, de leur donner les instructions, tu dois aussi bah, respecter les délais, qu'ils les respectent, mettre la pression comme il faut, juste au juste équilibre, quoi, pour pas qu'ils soient dégoûtés de toi. Donc, ouais. Et les projets pour la suite, est-ce que t'as déjà pensé à des choses que tu voudrais faire autour du podcast? Très bonne question. Très très bonne question. Je suis constamment en train de réfléchir à ça et j'ai pas une vraie solution définitive. Je suis assez attiré par tout ce qui est communauté. J'ai lancé il y a quelques semaines un live en fait avec Léo qui est aussi marchand investisseur aguerri et qui m'accompagne sur des formats un peu plus de questions-réponses sur YouTube que tu peux pas avoir quand tu es seul podcasteur, que je trouve que c'est un seul truc qui manque un peu, c'est que tu crois en fait, tu donnes du contenu en fonction de ce que tu penses que les gens vont avoir Mhm. envie, mais c'est quand même cool d'avoir un retour, surtout en Ouais. direct, une question, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, comment ça se passe. Donc pour le moment, ça se passe bien. Là, les YouTube, là, je suis assez content du résultat. Mais je pense que ça s'orientera plus sur la communauté, tu vois. Bah, c'est un peu comme ce que tu fais toi, hein, je pense. Et je pense que tu es aussi attiré par ça. Et côté humain, vraiment. Et après, comment, sous quelle forme exactement, et quelle valeur donner, comment ça s'organise, là, je t'avoue que je suis un peu encore dans le nuage, dans le brouillard, mais ça sera Ouais. là-dedans, je pense, ouais. Ah, c'est top. On se pose, voilà, moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Dans un monde abstrait où tout serait simple, j'aimerais bien avoir une sorte même de foncière, tu vois, avec certains auditeurs. Mais j'ai pas du tout le temps de structurer ça, d'organiser ça. J'ai aucune idée de comment, voilà, rémunérer, enfin, que je sois engagé dedans, que j'en tire les fruits, que tout le monde en tire les fruits, d'acheter des biens et tout.
Mais ça, ce serait un peu l'objectif ultime, tu vois, d'avoir une sorte de fond bye bye patron, ou je sais pas. Ce sera vraiment un moyen, voire long terme. Et puis on ira chez Moody's pour se faire réitérer. Attendez, vous appelez bye bye patron, on va avoir des problèmes. Franchement, Thibaut, tu fais une foncière bye bye patron, ça claque, quoi. Ouais. Voilà. Bah écoute, tiens, petite question. Est-ce que tu t'es posé justement cette question de qu'est-ce qui ferait que ton activité de marchand de biens, elle va bien fonctionner ou non? Qu'est-ce que c'est un peu, pas le KPI, mais tu vois, le truc où tu te dis, si ça se passe bien, ça se passera bien. Si ça, je le fais correctement. Je me dis comme ça, mais ça va peut-être changer, hein, mais je me dis de faire 4-5 opérations par an, dégager 100, 200 000 de marge à l'année sur des trucs. Et c'est là où je pense que le marchand, l'investisseur en général, mais le marchand en particulier est comme ça que je le vois, c'est qu'au fil des années avec le réseau et l'expérience et la connaissance de ce que tu fais et le cash que tu as aussi, parce que tu as plus de trésor au bout d'un moment, ça devient de plus en plus passif, de plus en plus facile, ou du moins de trouver les biens, de savoir quoi, tu vois, comment dégager de la marge dessus. Et donc moi, je le vois comme ça en me disant, voilà, si tu me dis c'est quoi ton idéal dans 5 ans, ça serait, je te dis, dégager 100, 200 000 de marge et sur des trucs des affaires que l'on me donne ou que je regarde, mais toi, que ce soit pas en mode toute la journée sur la route, que je passe du temps le plus possible avec la famille, ça serait vraiment mon idéal, je pense. Ouais. Ah, c'est ça, au bout d'un moment, moi, maintenant, les derniers appartements que j'ai achetés, en fait, j'avais quand même une certaine confiance et certitude. Alors, il faut pas qu'elle te fasse oublier un peu quand même la checklist des choses à vérifier, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable quand tu vas dans des endroits que tu connais, que tu es dans ta zone de confiance et d'excellence, et que tu saches faire le tri rapidement entre les bonnes affaires et les moins bonnes. Et dernier point, on arrive bientôt à l'heure de podcast, mais on a toujours plein de trucs à se dire entre podcasteurs, qui plus est que moi, on a déjà enregistré un épisode avant. Tu peux nous parler un peu de ta vie de famille, donc, sans trop rentrer dans les détails, mais comment on s'organise, voilà, comment quitter son emploi quand on est papa. Je suppose que c'est quand même encore une autre démarche que si on est juste célibataire, et que au pire on peut partir au Cambodge vivre avec avec les revenus du podcast. Voilà, comment tu t'organises, donc comment t'as organisé tout ce qui est les visites, la gestion des biens, voilà, ton activité pro, maintenant ton activité de marchand de biens, de podcasteur. Je suppose que c'est une organisation de ta femme que t'as dû mettre en place. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, voilà, cette gestion? Déjà, est-ce que vous l'avez, tu vois, exprimé, mis des mots là-dessus? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà. Ma compagne, en tout cas, déjà un truc important, c'est qu'elle est à fond, enfin, elle comprend l'IMO, l'investissement, ça lui plaît. Elle peut pas forcément le faire avec moi, parce que justement, elle s'occupe aussi des enfants plus que moi quand ils sont en bas âge, tu vois. Mais elle comprend. Donc t'as 2 enfants qui sont petits. Ouais, j'ai un de 7 mois et l'autre de bientôt 3 ans. Et voilà, on est sur une démarche ensemble, on sait où on va, on sait ce qu'on veut aller chercher grâce à l'immobilier plus tard, et ça, c'est vraiment un truc sans lequel je pense pas que je pourrais m'engager. D'ailleurs, elle était dans l'IMO avant moi, en fait, dans cette démarche, en tout cas, de construire de l'IMO avant moi. Je m'y suis rallié, et je pense que les enfants, déjà, c'est une superbe façon d'être motivé, ou de se donner, te mettre pied au mur, en tout cas, dos au mur, en tout cas. On parlait tout à l'heure tu vois, des cotisations que j'avais pas, parce que j'avais fait 10 ans à l'étranger. C'est aussi une autre façon de se mettre dos au mur, c'est-à-dire, mon gars, il y a plus trop de solutions, il va falloir que tu cravaches et que tu crées ton patrimoine. Les enfants, c'est un peu pareil. Ce que j'avais pas anticipé, c'est à quel point, effectivement, c'était que c'était chronophage, mais ça c'est un peu et puis ce que ça t'apprend aussi en termes de patience. Tu vois. C'est assez ouf, quoi. D'ailleurs, je regardais souvent, je me rappelle un dessin animé là, tu sais, Shrek. Ouais, je suis un peu boomer, hein, mais Shrek, je crois que c'est dans le dernier Shrek, il y a un passage où, tu vois, lui, en gros, il veut toujours son kiff est de faire des bains de boue, tu vois, et il est toujours accaparé.
il peut pas aller faire son bain de boue parce qu'il y a toujours un truc avec ses enfants écrit partout jusqu'à ce qu'il pète un plomb, tu vois. Et moi, j'étais avec mon enfant dans les bras et je regardais ce dessin animé et je me retrouvais tellement là-dedans, tu vois. T'as envie de crier, t'as envie de pleurer, tu sais plus foutre, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. C'est des moments très forts, très intenses, mais en même temps, c'est important de passer par là. C'est un peu comme dans le sport, tu vois, il faut se dépasser un peu pour aller chercher la performance. Ben, quand t'as vraiment l'objectif, ben, tu vois ça vraiment sans problème, et puis ça te donne vraiment une motivation de dire, voilà, c'est pour mes enfants aussi, pour du temps plus tard avec mes enfants que je fais tout ça. Alors le temps, effectivement, maintenant, je l'ai pas énormément, mais dans la démarche vraiment de créer quelque chose pour avoir le temps plus tard. Et c'est vraiment différent, inversé par rapport au salariat. Tu vois, si on revient un peu en arrière, voilà, t'es salaire, t'as un bon salaire, t'es salarié et tout. T'as du temps un peu, mais il y aura pas d'upside, tu vois, ce sera toujours la même chose. T'as pas vraiment, tu vas pas créer quelque chose qui fait que tu vas pouvoir te décorréler ton temps, ton argent à un moment donné. Donc voilà, la finalité, tu la sais déjà, tu vois. Donc ouais, j'ai un peu beaucoup parlé, mais en gros pour dire que non, mais c'est très intéressant, puis c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, donc je suis tout oui. Mais c'est vraiment ça. Après, en termes d'organisation, je pense pas qu'il y ait une organisation meilleure qu'une autre. Mais je te dis, ma compagne, elle s'occupe pas mal des enfants. Moi, je suis très présent sur la partie le matin, aller les emmener à l'école, et puis ou chez la nounou, et puis le soir, aller les récupérer. Donc, à partir de 17h, quand je les récupère, je sais que j'ai de 17h à... En gros, je pose mon téléphone, il n'y a rien qui compte, je suis avec eux pendant au moins 2 heures avant d'aller manger, et ensuite... après des dîners, bah, je peux continuer à faire mes activités, mais je sais que j'ai un créneau en gros où il faut que je performe entre 10h et 17h, quoi. Donc, je suis en mode comme je bossais à Londres dans la City où tu prenais un sandwich sur le coude, tu vois. Je suis pas genre, voilà, je suis motivé, quoi. J'y vais. Ouais. Non, mais c'est un bon point, et c'est vrai que en plus enfin, par exemple, moi, je suis pas du tout quelqu'un du soir. Au bout d'un moment, j'ai vraiment un niveau d'énergie qui baisse à fond, et je m'en suis rendu compte que voilà, après c'est vrai qu'après 5 heures en général je suis plus bon à rien, donc donc au final ça va encore assez bien. Et d'ailleurs il est 16h56, donc oups, on y arrive là à l'heure creuse là. On n'est pas loin de ma baisse d'énergie. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour, Paco. Si on veut te retrouver, comment est-ce qu'on fait? Si on veut t'écrire, si vous avez des super opportunités de marchand de biens, voilà. Ouais, ça se passe principalement sur Insta encore. Investisseur avec un S40, je crois, dans 4.0, investisseur 4.0 sur Insta. J'ai aussi d'un compte LinkedIn également, donc c'est Paco Desbonheurs sur mon nom. Je suis sur Twitter également. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de gens sur Twitter. Et j'ai un site web qui s'appelle investisseur40.com. Mais bon, si vous allez sur Insta, c'est peut-être le point d'entrée le plus simple. Et tu seras tagué, bien sûr, dans l'épisode en story. Et on pourra te retrouver. Bah, ça m'a fait super plaisir, Paco, entre podcasteurs. Et puis j'espère qu'on fera d'ailleurs d'autres épisodes plus tard sur d'autres sujets un peu plus précis. Je te souhaite plein de réussite dans tes projets de marchand de biens et beaucoup de patience pour avec les enfants et les bains de boue. Et ben, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Thibaut, un grand plaisir et c'est super ce que tu fais, continue quoi. Merci, allez, bye bye. À bientôt. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Et si vous voulez faire des gros billets, allez sur www.grosbillets.com. Lien dans la description, lien dans ma bio. Et vous aurez toutes les infos. Je vous souhaite une très bonne semaine et encore une merveilleuse année 2023. À très bientôt. Bye bye.